La villa Amity. En 1949, Harry, sa femme Eva et ses 3 enfants s'installent dans la rue numéro 10 dans une maison appelée Amity Villa à Washington. Nous n'avons pas précipité le choix de cette maison, n'est-ce pas, Harry? Bien sûr que non, Eva. Cette maison est assez grande pour que nos 3 enfants puissent y jouer confortablement. Et ils peuvent avoir chacun leur propre chambre. Eh bien, si tu le dis. Mais je ressens toujours quelque chose d'étrange. Écoute, restons ici pendant quelques mois. Si tu n'aimes pas cette maison, on en trouvera une autre, d'accord ? D'accord, Harry. Soudain, Eva entend des voix étranges, comme si quelqu'un l'appelait par son nom. Eva! As-tu entendu ça, Harry? J'ai eu l'impression que quelqu'un m'appelait. Ne sois pas ridicule. Allez, nous avons énormément de choses à faire. Plein de projets pour aménager cette maison. Non, Harry, j'ai vraiment entendu quelque chose. Je ne plaisante pas. Tu es juste fatigué. Tu devrais te reposer. Va te détendre. Je m'occupe de tout ça, d'accord ? Eva regarde la porte de la cave. Et de nouveau, le son étrange lui parvient. Eva! Eva est pétrifiée un instant, jusqu'à ce que Harry pose sa main sur son épaule et qu'elle sursaute. Harry, tu m'as fait peur. Viens, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi cette porte de sous-sol est-elle fermée à clé? Qui détient sa clé? Regarde, Eva, tu te souviens de ce que M. Lincoln nous a dit ? Cette partie de la maison n'a pas été ouverte pendant les 50 dernières années et nous ne sommes pas autorisés à l'utiliser. Le contrat stipule clairement que nous devons rester à l'écart du sous-sol. Ne t'y intéresse pas. Mais pourquoi M. Lincoln a-t-il dit ça? Il doit y avoir une raison à cela, ne penses-tu pas, Harry? Bien sûr, il y en a une, Eva. Mais nous ne savons pas quelle est cette raison. C'est pourquoi nous devrions éviter cet endroit. Eva et Harry s'éloignent de la porte du sous-sol. Une nuit, pendant que tout le monde dort, Eva entend la même voix étrange. Eva! Elle regarde Harry, mais il est profondément endormi. Eva se dirige vers la porte rouge de la cave. Il y a de la poussière et de la saleté tout autour. Alors, Eva nettoie la porte et l'ouvre. Quand Eva allume la lumière, elle voit de nombreux squelettes étendus là. Pris de peur, elle s'enfuit, mais avant qu'elle ne puisse sortir, la porte se referme en claquant. Sauve-moi, Harry! Sauve-moi! Eva est terrorisée. Elle se met à frapper sur la porte, mais personne ne l'entend dans la maison. Au matin, Harry se réveille et constate qu'Eva n'est pas au lit. Il sent bien que quelque chose cloche et commence à paniquer. « Eva, où es-tu » Il la retrouve. Eva est debout, silencieuse, dans le jardin. Ses yeux sont profonds et sombres. Son visage est très pâle. Harry s'approche d'elle avec inquiétude. « Que se passe-t-il, Eva ? Tu ne te sens pas bien ?» Harry, sauve-moi, Harry. Ils vont me tuer, Harry. Je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe, Eva. Qui va te tuer ? De qui parles-tu ? La nuit dernière, j'ai ouvert la porte de la cave et j'étais emprisonnée à l'intérieur. J'ai vu quelque chose là-bas. Tu n'en croirais pas tes yeux. Qu'as-tu vu, Eva ? Aujourd'hui, il y a 50 ans, dans le sous-sol, des Amérindiens ont été assassinés. Le père de M. Lincoln avait l'habitude de les persécuter et de les enfermer dans la cave. Il les détestait. Maintenant, toute leur âme nous hanteront. Ils nous forceront à faire du mal. Je peux entendre leur voix. Eva, qu'est-ce que tu dis ? Tu as sûrement fait un cauchemar. La cave est toujours fermée. Comment pourrait-elle être ouverte ? Je dis la vérité, Harry. Tu dois me croire. Je vais t'emmener chez le médecin ce soir. Eva. Puis, les 3 enfants sont arrivés dans le jardin. « Maman, j'ai faim, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose à manger. »« Oui, maman, nous sommes tous les 3 affamés. »
Allons à l'intérieur, Eva. Tout le monde entre et les yeux d'Eva deviennent noirs. Elle entend la même voix. Taquine tes enfants, Eva. Torture-les. Après un certain temps, Harry se met au travail. Les 3 enfants jouent dans sa chambre. Puis, la porte de la chambre s'ouvre. Eva regarde ses 3 enfants quand elle entend à nouveau une voix. Tue-les, Eva! Tue tes enfants! Non, je ne peux pas faire ça. J'aime beaucoup mes enfants. Tue tes enfants! Tue-les! James regarda Eva. Il sourit et dit « Que se passe-t-il, maman? Pourquoi es-tu plantée là ?» Puis, Eva lève le couteau à la vue de tous. Les enfants sont terrifiés. Le soir, au retour d'Harry à la maison, il ouvre la porte et voit le désordre qui règne dans la maison. Il était effrayé de voir l'état de la maison. « Eva, où es-tu » Lorsque Harry entre dans la chambre des enfants, il est atterré. Les 3 enfants sont allongés et morts sur le sol. « Oh non! Que vous est-il arrivé? Eva, regarde ce qui est arrivé à nos enfants! Eva !» Harry appelle Eva. « Eva, Eva! Où es-tu, Eva? Où es-tu » Eva est suspendue la tête en bas au mur du fond. « J'ai fait tout cela, Harry. » Harry se retourne et voit qu'Eva tient un couteau et qu'elle marche à l'envers sur le mur opposé et s'approche de lui. Harry est choqué de la voir. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué tes propres enfants !» Eva s'avance, tête en bas vers Harry. Elle s'approche de son visage et le regarde. Ses cheveux sont défaits, ses yeux sont noirs et ses vêtements sont déchirés. « Ils m'ont ordonné de faire ça, alors je l'ai fait. » Qui t'a demandé de faire ça? Ceux qui sont dans la cave, qui se sont enfermés en ayant faim et soif. Ils m'ont demandé de le faire. Et maintenant, c'est ton tour, mon cher mari. Harry prend la fuite et Eva se retourne vers Harry et l'attaque dans le dos en volant. Harry est blessé et s'effondre. Il commence à souffrir. Il se vide de son sang. Puis, il meurt. Eva emmène les 3 enfants et Harry à la cave et ouvre la porte de la cave et s'enferme à l'intérieur. La fin. Le démon aux yeux noirs. Cette histoire se déroule dans les années 1980. Kevin vivait au Texas avec sa femme Rachel, son fils James et sa fille Emma. C'était l'hiver et toute la famille rentrait tard dans la nuit. Sommes-nous arrivés à la maison, papa? J'ai très sommeil. Ne dérange pas papa, ma chérie. Il conduit. Chérie, tu peux compter jusqu'à 10 et nous serons probablement à la maison. Emma commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kevin a arrêté la voiture dès qu'elle a dit 6. Papa, je n'ai pas encore fini de compter. Devant la voiture se trouve un enfant frissonnant, debout sur la route. Restez dans la voiture, je vais découvrir ce qui se passe. Sois prudent, Kevin. Je le saurai, tu restes avec les enfants. Kevin va vers l'enfant qui se tient debout, le visage baissé. Que se passe-t-il, mon fils? Quel est ton nom? Et où sont tes parents? Je m'appelle John. Mon papa et ma maman m'ont dit de les attendre ici. Nous sommes très pauvres. Je suis debout depuis ce matin et ils ne sont pas encore arrivés. L'enfant fixe Kevin. Il ressent de la pitié pour lui. Allons-y, tu peux venir chez nous aujourd'hui. Viens. Kevin fait monter John dans la voiture et raconte tout à Rachel.
Mais Kevin, comment peut-on emmener l'enfant de quelqu'un d'autre chez nous? Et si ses parents viennent le chercher? Je n'en sais rien, Rachel, mais nous ne pouvons pas le laisser ici dans le froid. Kevin prend la route et tous rentrent à la maison. James et Emma fixent John. John entre silencieusement dans la maison. Dès qu'il entre dans la maison, il regarde le lustre. Un sourire diabolique traverse son visage. Kevin se tenait juste en dessous. James et Emma, voici John. Et aujourd'hui, vous allez partager votre chambre avec lui, d'accord? Ok, papa. James chuchote à Emma. Il est vraiment étrange. Pourquoi est-ce qu'il contemple la maison? Je ne sais pas, mon frère. Peut-être qu'il n'a jamais vu une si grande maison. Viens, John, on va te montrer notre chambre. John, viens d'abord manger quelque chose. Non merci, je n'ai pas faim. John, Emma et James entrent dans la pièce. Étrange, il était seul sur la route depuis le matin et il dit maintenant qu'il n'a pas faim. Cela ne semble pas normal. Toi aussi, Rachel? Viens, j'ai très sommeil. Alors que Kevin et Rachel se dirigent vers la chambre, le lustre suspendu tombe du toit. Les deux tremblent de peur. Tu vois, je t'ai dit que quelque chose clochait. Il n'y a rien d'anormal, je vais bien. La vis a dû se desserrer dans le lustre. Heureusement que les enfants n'étaient pas là. Maintenant, nettoyons avant que les enfants ne tombent sur ce désordre. À ce moment-là, John les regarde tous les deux avec ses yeux noirs effrayants et s'en va en souriant. Emma ne parvient pas à dormir. Elle est trop excitée. Va dormir, Emma, pourquoi sautes-tu? Frère, raconte-moi une histoire, veux-tu? Je dormirai alors. Puis, John entre l'air normal. Est-ce que je peux raconter une histoire? Emma et James regardent John alors qu'il commence à raconter l'histoire. Il y a 11 ans, une femme nommée Hélène arriva dans cette ville. Elle était très pauvre et cherchait du travail. Un jour, Hélène rencontre un homme appelé Peter. Peter est né avec des yeux noirs. Et sa famille s'appelait Satan. Mais cela ne dérangeait pas Hélène et ils tombèrent amoureux. Après quelque temps, ils se sont mariés. Ils eurent un fils 1 an plus tard. Penses-tu qu'il serait mauvais? Des événements étranges et néfastes se produisaient chaque fois que leur famille se rendait quelque part. Ils étaient chassés des villes et des villages. Hélène mourut suite à ce bouleversement. Même Peter ne put supporter le choc. Il donna à son fils tous ses pouvoirs maléfiques pour se venger de cette ville. Et Peter, lui aussi, se donna la mort. Aujourd'hui, chaque fois que ce gamin se rend chez quelqu'un, c'est le chaos. Et il venge désormais sa famille, la ville entière, et il continuera à le faire. Emma et James écoutent attentivement l'histoire et ils sont terrifiés. Qui était cet enfant, John? John la regarde et ne dit rien. Il est temps d'aller dormir, Emma. Il est minuit. Tout le monde s'endort et les yeux de John s'ouvrent. Il a des yeux noirs et un sourire diabolique sur le visage. Maintenant, il est temps pour vous de dormir pour toujours. Rachel se réveille, puis réveille Kevin. Réveille-toi, Kevin. Je ne parviens pas à dormir. Un enfant inconnu est dans la chambre de mes enfants. Ok, allons voir si tout le monde est endormi ou pas. John pousse Emma et James du lit. Qu'est-ce que tu fais, John? Est-ce le moment de plaisanter? Emma se met à pleurer. Kevin et Rachel se précipitent en entendant la voix d'Emma qui pleure. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils tombent des nues. James et Emma pleurent à chaudes larmes. Maman, John nous a frappés. Lorsque Kevin et Rachel regardent John, les yeux de John deviennent noirs et il rit à voix haute. En m'invitant dans votre maison, vous avez provoqué votre malheur. Désormais, tout est voué à l'échec dans cette maison.
Kevin court furieusement vers John. Mais il est soudainement rattrapé par les yeux maléfiques de John. Les yeux de Kevin deviennent aussi noirs. Et il prend un couteau. Ne réfléchis pas, Kevin. Obéis. Kevin court en colère vers Rachel et l'attaque. Rachel s'enfuit avec les 2 enfants, mais John se jette sur elle. Laisse-nous tranquilles, nous t'avons aidé, laisse-nous partir. Puis, Kevin la poignarde dans le dos avec le couteau. Il est toujours sous le contrôle de John. Kevin tue également James. Puis John se tourne vers Kevin. John fait un signe de la main et Kevin saute du toit de sa maison et meurt lui aussi. John quitte furtivement la maison et transforme Emma comme lui. La nuit suivante, un homme nommé Max rentrait du bureau. Il aperçut alors un enfant qui tremblait de froid. « Que se passe-t-il, ma chère ?» L'enfant lève la tête et le regarde. C'est Emma. Peu après, Max retourne chez lui avec Emma. Et ses yeux sont aussi devenus noirs. La fin. La main léchée. Cette histoire date de 1956. Anna vivait avec toute sa famille dans une petite ville de Chicago. Elle avait 12 ans et avait un chien de compagnie répondant au nom de Tom. Elle l'aime beaucoup. Anna emmène Tom partout et passe tout son temps avec lui. Ce jour-là, les parents d'Anna se préparent pour un voyage. Anna, tu devrais vraiment venir avec nous. Nous ne pouvons pas te laisser ici toute seule. Oh, maman, je ne suis pas une enfant. Je peux prendre soin de moi et de cette maison. Allez-y sans moi et ne vous inquiétez pas. En plus, Tom est avec moi, nous irons bien. Tout ira bien, Rosie. Anna, tu peux rester. Nous serons de retour demain matin. C'est seulement pour une nuit. Allons-y, Anna. Verrouille toutes les fenêtres et les portes, ok ? Ok, papa. Les parents d'Anna s'éloignent. Anna s'installe confortablement sur le canapé et allume la radio. Elle continue à écouter des histoires d'horreur en compagnie de Peter. Oh waouh, c'est mon émission préférée. Mais maman et papa ne me laissent jamais l'écouter. Mais aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Alors, je vais écouter des histoires d'horreur aujourd'hui. Anna monte le son de la radio et l'émission commence. L'histoire d'aujourd'hui est assez intéressante car il semble qu'elle soit inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de la rue Halsey dans la ville de Chicago. Waouh, c'est ma rue! Alors je vais entendre l'histoire de la rue Halsey aujourd'hui? Oh, je suis très excitée. Cet incident s'est produit il y a une vingtaine d'années. Un homme ordinaire nommé Walter vivait dans la rue Halsey. Il n'avait pas de famille, alors il adopta beaucoup de chiens. Beaucoup de ses parents éloignés avaient un œil sur sa propriété. Certains se rendaient même chez lui et essayaient de le tuer pour pouvoir hériter de sa maison. Mais Walter avait un cœur pur. Ses loyaux chiens le sauveraient toujours. Un jour, son cousin éloigné, Mark, vint chez lui. Mark voulait s'approprier des biens de Walter et une nuit, Mark entra dans la chambre de Walter et mit du poison dans son eau. Walter but l'eau et mourut dans son sommeil. Mark s'accapara de tous les biens, mais ses fidèles chiens ne le quittèrent pas. Ils entourèrent le nouveau propriétaire et le mangèrent. Pendant des années, les bêtes vicieuses empêchèrent quiconque de s'approcher de la maison. Mais, un par un, les chiens moururent de faim, s'allongèrent près du cadavre de leur maître et moururent avec lui. Anna est effrayée par la suite de l'histoire. Oh, c'est une histoire effrayante. Je ferais mieux d'aller fermer toutes les fenêtres et les portes comme papa me l'a dit. Maman et papa rentrent demain de toute façon. Anna ferme toutes les fenêtres et s'allonge sur son lit pour dormir. Mais elle est terrifiée. Elle s'enroule dans sa couverture et se couvre la tête. Puis, le pot de fleurs tombe de la table sur sa table de chevet
et Anna crie. Tom! Tom arrive et s'assied sur le côté du lit. S'il te plaît, ne me laisse pas ici toute seule, Tom. J'ai très peur. Anna accroche sa main au lit et Tom lui lèche la main et elle s'endort. Vers minuit, Anna ouvre grand ses yeux. Elle constate qu'elle s'est fait mordre la main par quelque chose. Tom, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi m'as-tu mordu? Anna regarde partout dans la chambre, mais Tom n'est pas là et il y a un bruit de pleurs. Anna va dans le couloir, elle le cherche. Où es-tu, Tom? Sors! Que se passe-t-il, mon garçon? Anna entend les pleurs provenant d'une pièce vide. Anna ouvre la porte et voit Tom suspendu à l'envers dans le vide et ses yeux sont complètement rouges. Et sur le mur, il est écrit « Nous pouvons aussi lécher ». Anna prit peur et s'enfuit. Tout à coup, Tom se transforme en un terrible monstre. Il avait des dents pointues, des yeux rouges et du sang qui coulait de sa bouche. C'était terrifiant. Des âmes de fantômes l'avaient possédé. Anna s'enfuit et Tom l'a suivie par derrière. Il saisit sa jambe dans sa bouche et la traîne en arrière. Laisse-moi partir. Cet animal t'est fidèle, pas vrai? Maintenant, il va te tuer lui-même. Tom mord férocement la jambe d'Anna et sa jambe saigne. Elle s'éloigne en boitant. Tom détruit toute la maison. Laisse-moi, Tom, s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu es mon fidèle Tom. Reconnais-moi. Tom la fixe du regard. Anna se calme, pose sa main tremblante sur sa tête et le caresse. Tom se souvient lentement d'Anna. Mais alors, les fantômes prennent à nouveau le contrôle sur Tom. La colère envahit le visage de Tom. Ses dents pointues deviennent plus grandes. Il est enragé et veut tuer Anna. Il attaque Anna et la blesse gravement. Anna s'évanouit. Le lendemain matin, les parents d'Anna frappent à la porte de la maison pendant un bon moment. Mais seuls des aboiements résonnent à l'intérieur. « Anna, ouvre la porte, ma chérie! Anna !» Que se passe-t-il? Chérie? Il est si tard. Pourquoi Anna n'ouvre-t-elle pas la porte? Et Tom aboie aussi. Je suis très inquiète. « Attends, je vais enfoncer la porte !» Ils entrent et tous deux poussent des cris. Le corps d'Anna est étendu sur le sol et Tom lui tourne autour en aboyant sans cesse. Ma petite fille! Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Qui l'a tuée? Les deux se mettent à pleurer et ne parviennent pas à supporter le choc de savoir qu'Anna n'est plus en vie. Rosie et papa pleurent près du corps d'Anna. Puis Tom arrive derrière eux et commence à leur grogner dessus. Rosie et le père se retournent, horrifiés, et sont surpris de voir Tom. Puis Tom se rapproche lentement d'eux. Qu'est-il arrivé à Tom? Pourquoi nous regarde-t-il comme ça? Ils regardent tous les deux Tom. Tom, assis! Tom, que t'est-il arrivé? Je t'ai dit de t'asseoir, assis! Tu ne m'as pas entendu, Tom? Tom leur saute dessus. Et tous deux se mettent à crier. Aussitôt, tous les oiseaux s'envolent et on entend tous les chiens de la ville hurler. Et les parents d'Anna meurent aussi comme Anna. La fin. La momie. Cette histoire date de 1995. Max vit à Chicago. Il travaillait dans un célèbre musée de Chicago. Un jour, Max discute avec son assistant Sheldon. Et devant eux est posé un cercueil blanc. « Sheldon, cette momie vient d'Égypte. On dit qu'elle a 1000 ans. C'était un roi très dangereux.
On dit que ce roi a enterré 100 personnes vivantes dans les murs de sa tombe. Monsieur, j'ai aussi entendu dire que mourant, ce roi a dit à son peuple qu'il reviendrait certainement gouverner son royaume. Quoi? Même après la mort? Quel roi arrogant il était! Je pense qu'il a laissé la gloire lui monter à la tête. Oui, vous avez probablement raison. Peut-être qu'avec lui ici, notre musée va devenir célèbre lui aussi. Oui, c'est l'idée. Demain, je demanderai au patron où l'exposer. Il est temps de fermer le musée. Finissons notre travail. D'accord, monsieur. Nous déciderons du nouvel endroit où exposer la momie demain. Allons finaliser les papiers de livraison. Max et Sheldon retournent à leur bureau pour finir la paperasse. Mais lorsqu'ils quittent la pièce, le cercueil commence à faire un bruit de raclement. Ses yeux s'ouvrent de couleur rouge sang, sombre et effrayant. Il brise le cercueil blanc en morceaux et se lève, balbutiant vers la porte, comme s'il fouillait chaque pièce pour échapper à sa mort tourmentée. Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de sortir du musée. Sheldon, tu fermes cette nuit. Je vais rentrer à la maison. D'accord, monsieur. Max quitte le bâtiment. Sheldon verrouille toutes les portes, mais en passant devant la salle de la momie, il voit les morceaux brisés du cercueil. Et il n'y a aucune trace de la momie. Une traînée d'empreintes ensanglantées mène de pièce en pièce dans le musée. À qui sont ces traces sanglantes? Le visage de Sheldon est marqué par la prise de conscience. Ses yeux s'agrandissent de peur. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne va pas. Oh non, la momie doit être vivante. Ce sont ses empreintes de pas. Il suit les traces de pas jusqu'au milieu du parking couvert de neige. Oh non, non! La voiture de Max est égarée juste ici. Cela signifie que... Sheldon est horrifié et appelle Max immédiatement. Max décroche le téléphone. Sheldon lui demande avec inquiétude « Monsieur, où êtes-vous » « Qu'est-ce qu'il y a, Sheldon ? Je suis sur Baker Street. »« Mais pourquoi es-tu si inquiet ?»« Monsieur, la momie n'est pas dans son cercueil. » Elle n'est pas dans son cercueil? Où est-elle alors? Où êtes-vous? De quoi tu parles, Sheldon? Non, monsieur, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je ne comprends pas, Sheldon. Je vous appellerai de la maison. Monsieur, écoutez-moi au moins. Puis, la momie s'assied à l'arrière de la voiture de Max. Ses yeux sont sanglants, son corps entier est couvert de bandages. Max hurle en la voyant. Tu as raison, Sheldon, elle est dans ma voiture! Max perd le contrôle de la voiture et s'écrase contre un arbre. « Monsieur, je vous rejoins tout de suite !» Sheldon retourne en courant au musée pour prendre ses clés. Mais il attrape aussi une boîte de sel dans son bureau. Puis il court vers sa voiture. Max est gravement blessé, sa tête saigne. Quand il se lève lentement et regarde derrière lui avec inquiétude, il ne voit personne. Il ouvre la porte et se met à boiter et à courir. Puis la momie surgit devant lui. Max est horrifié. Il ramasse un bâton et frappe le visage de la momie. Mais la momie bouge à peine et le bâton se brise en morceaux. La momie retire lentement ses bandages de son corps. Max court, mais la momie utilise ses bandages comme une corde pour attraper les jambes de Max. « Sauvez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir !» Max s'effondre en courant. Il commence à supplier pour survivre. « Non, 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 non! Laissez-moi partir! Laissez-moi! Comme je l'ai promis, je reviendrai et ne laisserai personne en vie. Personne. » Avec un pouvoir surnaturel, la momie jette sa corde de bandage sur une branche d'arbre et tire Max dans les airs. La momie touche l'arbre de sa main et les branches s'étendent autour de Max, l'attachant fermement dans les airs. Le sang des mains de la momie tache l'arbre en rouge. Max est terrifié. « Sauvez-moi! Sauvez-moi! Au secours !»
Au secours !» Une autre bande de tissu s'enroule surnaturellement autour de la bouche de Max, qui ne peut plus parler. Non loin de là, Sheldon conduit rapidement. La route est complètement déserte. Quand il aperçoit Baker Street, il voit Max attaché à des branches, suspendu à un arbre, et la momie a mis le feu à l'arbre. Sheldon est déterminé à sauver son patron. Il fonce en fonçant son véhicule dans la créature bandée. La momie se brise en morceaux, déchirée membre par membre, et tombe sur le sol. Sheldon sort de sa voiture endommagée et rejoint Max. « Monsieur, est-ce que vous allez bien ? Attendez, je vais vous faire descendre. » « Tu arrives juste à temps, Sheldon. Cette chose était sur le point de me tuer. » Puis, les parties éparpillées de la momie sur le sol commencent à se recréer. Sheldon est choqué de voir ça. La momie devient encore plus terrifiante après avoir assemblé toutes les parties. « Sortez maintenant, monsieur. Nous n'avons pas le temps. » La momie se lève et se place derrière Sheldon et lui attrape le cou, lui brisant les os. Max se débat pour sortir, mais la momie le devance. Max tremble de peur. La momie retire ses bandages de son corps et les bandages enveloppent Max, s'enroulant de plus en plus, appuyant sur son cou, ses bras. Sheldon est allongé sur le sol, abasourdi, incapable de se lever. Mais il se rappelle du sel qu'il a inexplicablement pris dans son bureau. Il attrape le sac et le jette sur la momie. La momie hurle d'agonie, tandis que son corps est brûlé par le sel. Puis ses bandages prennent feu et la momie rétrécit et disparaît sous terre. Sheldon sort Max. « Monsieur, vous allez bien ?»« Oui, je vais bien, Sheldon. Je ne sais pas comment ça se serait passé si tu n'étais pas venu. Monsieur, que faisons-nous de cette momie ? Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Renvoyez-la d'où elle vient. Nous n'en voulons pas dans notre ville. Et rappelez-vous, ne parlez de cet incident à personne. Je ne veux pas que les gens entendent parler en mal de notre musée. » Plus tard, des gens sortent le cercueil de la momie du musée. Max et Sheldon voient que la momie émeut certaines personnes. Puis, Max demande « Sheldon, comment as-tu eu l'idée d'asperger du sel sur cette momie ?»« Monsieur, je l'ai vu dans un film. J'ai pensé que je pourrais essayer, et c'était un excellent essai, monsieur. Nos vies ont été sauvées. Je me demande comment ça se serait passé si vous n'aviez pas vu ce film. » « Je ne sais pas, monsieur, ce qui se serait passé alors. » Ils se regardent mutuellement et poussent un soupir de soulagement en voyant la momie disparaître. Quelques années plus tard, 2 personnes ouvrent le cercueil de la momie et le déposent dans un nouveau musée. Et là, les yeux de la momie s'ouvrent. La fin. Le fantôme sous le lit. Cette histoire date des années 80. Un père de famille nommé Alex travaille à la périphérie de sa ville natale, Londres. Il recherche une maison à louer pour sa femme Daisy et leur fille Lucy, âgée de 15 ans. Il entend parler d'une maison à louer abordable pour eux et il y emmène Daisy et Lucy pour la leur montrer. « Daisy, cette maison est idéale pour toi et pour Lucy. Il y a de la sécurité ici. Et ce n'est pas loin de l'épicerie. Et je peux aller au travail en voiture et revenir à la maison. J'aime cet endroit. » Oui, Alex, on sera tous les 2 à l'aise ici. Ne t'inquiète pas du tout. Concentre-toi sur ton travail. Il y a un lit dans une pièce de cette maison. Daisy fait le tour de la maison, mais elle ne voit aucun autre meuble que ce lit. Elle demande à Max, le courtier, « Pourquoi ce lit est-il conservé ici ? Il n'y a pas d'autres meubles là. Nous avons déjà un lit. Nous ne voulons pas de ce lit. » « Madame, quand Thomas, le propriétaire de cette maison, a déménagé, il a laissé le lit ici. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. » « D'accord, nous l'utiliserons. Mais je voudrais acheter un nouveau matelas pour ce lit. »« Ok, monsieur. Alors vous pouvez louer la maison le mois prochain. » Une fois l'appartement loué, Alex quitte la ville pour son travail et Daisy et Lucy s'occupent du nettoyage de l'appartement. Au bout d'un moment, Lucy vient voir Daisy. « Maman, je vais dormir sur ce lit. J'aime ce lit. Il est très beau. » « D'accord, Lucy. Tu peux dormir dessus. » Lucy était très heureuse de la nouvelle maison et de son lit. Mais tard dans la nuit, elle entendit une voix qui l'appelait.
Lucie. Lucie se réveille et allume la lampe. Mais il n'y a personne dans la pièce. Alors Lucie s'endort à nouveau. Après un certain temps, la lampe s'éteint. Elle l'allume à nouveau, mais elle s'éteint à nouveau. Maman, quelqu'un m'a appelé cette nuit dans ma chambre. Ne sois pas ridicule, Lucie. Tu as dû rêver. Maman, s'il te plaît, dors avec moi dans ma chambre cette nuit. D'accord. Plus tard, Lucie étudie dans sa chambre et elle entend à nouveau la voix sinistre. Lucie regarde dans la pièce et tourne son attention vers le lit. Lucie. Ce bruit vient du dessous de mon lit. Lucie regarde lentement sous le lit, mais elle n'y trouve personne. Mais dès qu'elle se détourne du lit, elle entend à nouveau la voix. Elle se retourna immédiatement et regarda sous le lit et vit une effrayante silhouette fantôme. Lucie courut du lit en criant. Elle ne pouvait pas courir assez vite. De longs bras surgirent du dessous du lit et l'attrapèrent. Elle hurle alors qu'elle est traînée en arrière. Maman, sauve-moi, maman. Puis Daisy entra dans la pièce. Que se passe-t-il, Lucie? Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Maman, il y a quelqu'un sous mon lit, maman. Sous le lit? En regardant sous le lit, Daisy ne trouve personne. Il n'y a personne ici, ma chérie. Maman, j'ai vu quelqu'un, crois-moi. Il n'y a personne ici, ma chérie. Il faut juste que tu te calmes. Lucie est très effrayée par cet incident, mais avec la présence de sa mère, elle retrouve son calme. Et sa mère accepte de dormir dans sa chambre avec elle pour lui prouver qu'il n'y a personne sous le lit. Lucie. Lorsque Lucie allume la lampe et regarde sous le lit, une âme terrifiante la regarde. Elle pousse un grand cri, puis s'évanouit. Daisy se réveille et essaye de réveiller Lucie. Lève-toi! Lucie! Lucie, que t'est-il arrivé? Réveille-toi, ma chérie! Les yeux de Lucie s'ouvrent, mais elle ne dit rien du tout. Elle est complètement silencieuse et reste assise dans la chambre toute la journée sans sortir pour se nourrir. Daisy s'inquiète pour Lucie. Elle téléphone à Max, le courtier, et lui demande de venir immédiatement. Elle le rejoint dans le jardin. Y a-t-il eu un incident dans cette maison? Écoutez, ne mentez pas. Vous ne connaissez pas l'état de ma petite fille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette pièce. Pendant ce temps, Lucie est assise toute silencieuse dans sa chambre et elle entend à nouveau une voix. Lucie. Lucie. Lucie se lève. La porte de la chambre se ferme automatiquement. À ce moment-là, une âme sort du dessous du lit et la pièce est remplie de son étrange obscurité. Cette âme était un fantôme. Elle avait un visage épouvantable. Elle avait de longues mains qui la soulevaient dans les airs. Viens, Lucie. Ce monde n'est pas pour toi. Viens avec moi. Le fantôme se tourne vers la lampe et celle-ci éclate en morceaux. Le verre tombe sur le sol. Le fantôme regarde dans les yeux de Lucie et prend le contrôle de celle-ci. Lucie commence à marcher sur les morceaux de verre. Pendant ce temps, Daisy est dans le jardin et interroge le courtier. « Je ne suis pas personnellement informé de l'accident, madame. Mais oui, les gens racontent des histoires de fantômes sur cet endroit. Le propriétaire de cette maison, Thomas, avait une fille de 20 ans nommée Hazel, qui était constamment malade. Son état mental était précaire. Les gens disaient qu'elle était suicidaire. Chaque jour, elle trouvait un moyen d'essayer de se tuer. Elle incitait les autres à se suicider avec elle. Voyant tout cela, sa famille l'a gardée attachée à son lit pour la garder en sécurité, et ils ne l'ont dit à personne. Mais une nuit, elle s'est tuée en se frappant la tête sur le lit, et après cela, un par un, tous les membres de la famille de Thomas se sont également suicidés. Seul Thomas a survécu, et il est parti. Mais personne ne peut dire si ces rumeurs sont vraies ou non. Oh non! J'ai laissé ma fille dans cette pièce! Daisy court du jardin jusqu'à la maison. Lorsque Daisy ouvre la porte, elle aperçoit Lucie qui marche sur le verre et qui est sous le contrôle du fantôme. Daisy est terrifiée. Lucie, ma petite fille, laisse ma fille tranquille! Ce fantôme maléfique regarde Daisy et en faisant léviter tous les morceaux de verre dans l'air, il les projette vers Daisy.
Daisy est gravement blessée. Lucie, tu viens avec moi. Tu sais quoi faire. Lucie s'avance pour se jeter par la fenêtre. Daisy, blessée, attrape ses pieds et le fantôme attrape les cheveux de Daisy et la jette. Non, Lucie, ne fais pas ça. Réveille-toi. Lucie saute par la fenêtre et meurt. Le fantôme éclate de rire. Lucie, bien joué, Lucie. Je m'attendais à ça de ta part. L'état mental de Daisy se dégrade. Max monte à l'étage et voit que Daisy pleure beaucoup et que Lucie est morte. Il informe Alex et celui-ci rentre à la maison et pleure beaucoup. Il a tué ma fille. Ma fille s'est aussi suicidée. Je dois aussi mourir. Tout le monde doit mourir. Cependant, le fantôme la regarde. La fin.
La goule. Cette histoire se déroule dans les années 1980. Une fille, nommée Zara, vivait avec ses parents dans la ville de Dhaka. Elle travaillait dans une bibliothèque. Elle aimait beaucoup lire. Dès qu'elle avait du temps libre, elle s'asseyait pour lire des livres. Ses amis, Dan et Maria, lui rendaient souvent visite à la bibliothèque. Un soir, alors que Zara lisait un livre dans la bibliothèque, Dan et Maria viennent l'effrayer. Zara pousse un cri. « Oh ! Vous êtes insupportable ! C'est une bibliothèque, nous devrions nous taire. » Oh, fillette, tu es toujours occupée à lire tes livres. Oui, Dan a raison, tu ne nous rends pas visite. Alors on a pensé qu'on devrait te rendre visite. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon livre. Devinez lequel je lis en ce moment. Maria et Dan demandent sans le moindre intérêt. Quel livre? La Goule, qui est aussi appelé le roi des ténèbres. Alors, de quoi ça parle? Raconte-nous l'histoire. Dan et Maria se regardent et rient en s'asseyant face à Zara. C'est le diable que craint le monde entier. Vous savez, avec des dents terribles, des yeux redoutables. Il y a un tunnel à l'intérieur de la Terre et ce tunnel s'ouvre à 7 endroits dans ce monde. On dit qu'il reste dans le tunnel à l'intérieur. Mais si quelqu'un va à ces 7 endroits et enlève des pierres de là, alors il sortira et répandra sa terreur dans le monde entier. Ok, quels sont ces 7 endroits? Zara leur montre des photos. Il y a la photo d'une forêt qui a une grotte. Et de grands arbres autour. Dan observe attentivement l'endroit. Hé, je connais cet endroit. Il y a une forêt, juste à une courte distance de la ville. Quoi? Alors allons-y, et voyons si c'est vrai ou pas. Pas question, jeune fille. Assez avec tes histoires de fantômes. Nous sommes juste venus te chercher. Non, Maria. Maintenant, je veux savoir si cet endroit est réel ou non. Ou si ce ne sont que des superstitions. Pas question. Je ne veux pas aller si loin de la ville. Allez, Maria, ce serait une sortie amusante. Nous ne sommes pas sortis depuis toujours. Ok, les gars, on y va. Ok, alors on se voit demain matin chez moi, et on partira de là. Ok, je suis très excitée. Voyons ce qui va se passer. Le lendemain, Dan, Maria et Zara partent à la recherche de la grotte. Alors qu'ils approchent de la grotte, Dan ouvre le livre et essaie de faire correspondre la grotte et l'image indiquée. Regarde, ça ressemble exactement au dessin du livre. À l'extérieur de la grotte, il y a ces pierres, mais il n'y a rien de tel dans le livre. Enlevons ces pierres. Maria est effrayée. J'ai tellement peur, mec. Et s'il y avait une vraie goule ici? Et si elle sortait et nous mangeait ou quelque chose comme ça? Zara et Dan se moquent d'elle et commencent à déplacer les pierres. Il leur a fallu toute une journée pour enlever les pierres et ils ont travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Après avoir enlevé toutes les pierres, ils voient une porte à l'intérieur de la grotte. Ils voient une image étrange ressemblant à un animal. Allons-y, vous n'en avez pas vu assez? Partons d'ici, quelle perte de temps! Comme ça, maintenant que nous avons fait tout ce chemin, nous ne partirons qu'après avoir tout vu. Aussitôt que Zara touche la porte, un bruit de grognement retentit à l'intérieur. L'œil de la créature brille en rouge et elle court vers la porte. Zara et Dan ouvrent la porte un peu plus. Maintenant, la porte est ouverte et je ne vois personne. Allons-y, je ne veux pas gâcher davantage notre journée. Lorsque Maria se retourne et se remet à marcher, une terrible créature grimpe sur Maria et rugit. Maria se retourne et la regarde. Elle n'avait jamais vu une chose aussi horrible. Dan et Zara voient la goule et sont pétrifiés de terreur. Dan, Zara, sauvez-moi! La goule est vraiment là! Sauvez-moi, s'il vous plaît!
Elle glisse vers l'arrière quand la goule attrape sa jambe et commence à la manger. Maria hurle de douleur. La goule dévore sa chair et du sang s'écoule de sa bouche. Dan, fais quelque chose, Dan! Il va tuer Maria! J'ai très peur! À quoi bon? Que dois-je faire, Zara? As-tu une pierre? Lance-la sur la créature! D'accord, tu te tais. Ok. Dan ramasse une pierre et la lance sur la goule. La goule le fixe et s'enrage. Elle regarde vers Dan et il s'enfuit en courant, effrayé. La goule se précipite vers lui. Elle pousse Dan de derrière et celui-ci tombe sur le sol. Sa tête heurte une pierre et il saigne. Alors, Zara relève Maria. Maria! Réveille-toi, Maria! Je suis terrorisée, Zara! Il va nous tuer! Reprends courage, Maria! Ne vois-tu pas qu'il est terrifiant? J'ai très peur. Nous n'aurions pas dû venir ici. J'ai très mal à la jambe. Je ne pense pas que je pourrai remarcher aussitôt. Non, Maria, ne dis pas ça. Nous allons y faire face, ensemble. Calme-toi, je vais trouver une solution. Zara trouve un livre tombé et se plonge dans une lecture sur la goule. Elle est surprise en le lisant. Maria, il n'y a qu'un seul moyen d'apaiser la goule. Sauf si quelqu'un se sacrifie devant elle et qu'elle ne mange pas sa chair. Jusque-là, elle ne s'arrêtera jamais. Dan ouvre les yeux. Il a été blessé à la tête. Il se lève et s'enfuit effrayé. Dès qu'il prend la fuite, il réalise que la goule se tient devant lui. Non! Laisse-moi partir! Non! La goule le regarde avec colère. Ses yeux changent de couleur et elle est devenue plus grande. Aussitôt que la goule s'apprête à l'attaquer, Zara l'arrête et commence à lire dans le livre. Goule, je suis Zara. Je veux me sacrifier. Viens manger ma chair et préserve ce monde de tes ravages. Maria et Dan sont choqués d'entendre cela et ils essaient d'empêcher Zara de s'offrir en sacrifice. Non, Zara, ne fais pas ça! Zara, s'il te plaît, ne fais pas ça! Tout ça est aussi de ma faute, donc c'est ma responsabilité de le réparer. Dan et Maria se mettent à pleurer. La goule se dirige vers Zara, lui tire les jambes et l'emmène à l'intérieur de la grotte. Zara hurle de douleur. La porte se referme d'elle-même. Maria et Dan se mettent à pleurer et se serrent l'un contre l'autre. Je n'aurais jamais pu imaginer que pareille chose nous arriverait. Nous devrions partir d'ici, Dan. Zara s'est sacrifiée pour nous sauver la vie. Nous devons respecter cela. Dan acquiesce en pleurant, continuellement. Tu as raison, Maria. Partons d'ici. Fin. Le djinn. Cette histoire se passe en 1926. Mes deux parents venaient de mourir dans un accident. Et je vivais à Bagdad avec ma grand-mère Sabina. Je voulais savoir de quelle façon mes parents étaient morts. Mais ma grand-mère me donnait toujours une excuse. Même à 15 ans, lorsque je suis entré en 8e année. « Grand-mère, maintenant je dois aller dans un autre village pour étudier. Bénis-moi !» Oui, mon fils. Étudie bien et fais des progrès. Par quel moyen iras-tu à l'école? Grand-mère, je vais prendre le sentier près de l'étang à l'extérieur du village. Le sentier? Le chemin qui longe cet étang? Non, ne va pas près de cet étang. Mais pourquoi, mamie? Je n'ai pas à répondre à cette question. Si je dis non, alors la réponse est non. Ne t'approche pas de cet étang. Ce jour-là, ma grand-mère a refusé de me laisser aller près de l'étang. Mais j'ai gardé ce souvenir en tête et j'ai décidé d'aller à l'école par ce chemin. Finalement, je me suis fait 2 super amis.
Afren et Hamza. Tous les trois, nous avions l'habitude d'aller à l'école par le chemin près de l'étang. Tu sais quoi, Omar? Ma mère dit qu'un génie vivait près de cet étang. Il y a de nombreuses années, il a mangé beaucoup de gens. Plus tard, il a été saisi dans un petit pot et jeté dans ce lac. Impossible, Afren. C'est peut-être pour ça que ma grand-mère m'interdit toujours de venir ici. Mais je pense toujours que c'est un endroit très calme. Mes amis et moi avons continué à discuter en marchant. Puis, Afren remarqua 2 yeux noirs qui nous fixaient depuis l'eau de l'étang. Afren le vit en premier, qui la regardait fixement. Elle se détourna, effrayée. Qui est là? Qui est là? Il n'y a personne, Afren. Tu as dû voir ton reflet dans l'eau. À ce moment, sur le sentier, nous avons vu une femme qui pleurait. Elle était assise là, dans des vêtements déchirés, et elle pleurait à voix haute. Hé, pourquoi pleure-t-elle? Omar, ne t'approche pas d'elle, nous ignorons qui elle est. Je suis déjà effrayée, il commence à faire sombre. Partons d'ici et rentrons à la maison. Comment peux-tu parler comme ça? Afren, tu es une vraie poule mouillée. Nous sommes tous les deux avec toi. Puis, nous nous sommes approchés de la femme qui pleurait. Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas réussi à attraper un seul poisson aujourd'hui. Le peu d'argent que j'avais est tombé dans l'étang. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire à mon patron? Mes enfants vont mourir de faim, donc je vais mourir ici en premier, en sautant dans cet étang. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Dis-moi où tu as perdu ton argent, je vais te sortir de cet étang et nous allons t'aider à pêcher du poisson. De quoi tu parles, Omar? L'obscurité monte, et souviens-toi, grand-mère t'a dit de ne pas aller dans l'étang. Ça n'a pas l'air normal, partons d'ici. Reste ici et tais-toi, il n'arrivera rien. Je ne rentrerai pas chez moi sans avoir aidé cette dame. Mais nous ne savions pas que ces 2 yeux nous observaient. En dehors du champ de vision, il y avait un léger mouvement dans l'eau de l'étang. Une ombre étrange remontait lentement à la surface. Elle ressemblait à une espèce de serpent au début, puis s'est transformée en lézard. Elle changeait de forme, encore et encore. Afren se retourna et ne vit plus rien. Je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui se passe ici. Omar et Hamza, allons-y. Restez debout sans bouger, je vais dans l'étang. J'ai retiré ma chemise et mes chaussures et j'ai plongé dans l'eau. L'eau bougeait comme des vagues et c'était comme si on me tendait un petit pot directement dans ma main. Et qu'est-ce que c'est? Un pot? Ça a l'air plutôt sympa, je vais les ramener à la maison. J'ai trouvé les pièces de la femme au même endroit sous l'eau. Je les ai rendues à la vieille femme et elle a repris la pêche. J'ai montré le pot à mes amis, mais dès que la femme le vit, ses yeux devinrent rouges et elle se mit à rire aux éclats. Des vents forts se mirent à souffler tout autour et il y eut une soudaine agitation dans l'eau de l'étang. Regardez! Tu as trouvé le pot. Après 200 ans, je retrouve ce pot aujourd'hui. Je savais que tu réussirais. Maintenant, donne-moi ce pot. 200 ans plus tard? De quoi parlez-vous? Bref, ce pot est à moi. Je l'ai sorti de l'étang. Je ne le rendrai pas. Je vous avais dit que quelque chose clochait ici, n'est-ce pas? Maintenant, allons-nous-en d'ici. Nous 3 avons pris la fuite. Et la vieille femme a pris la forme d'un chien et nous a couru après. Ses yeux étaient si effrayants. Tout à coup, des ailes lui ont poussé. Elle s'est transformée en un énorme faucon et m'a arraché le pot des mains pendant que nous courions. Arrêtez de courir, le pot est à moi maintenant. Aujourd'hui, après 200 ans, je rencontrerai enfin le génie une fois de plus. Il m'a juste fallu être très patiente. Après avoir dit tout cela, elle est redevenue une femme et a ouvert le couvercle du pot. Dès que le pot a été ouvert, une forte fumée en est sortie et nous a entourés. Un très grand homme bleu est apparu, dont le haut du corps était partiellement visible et le bas du corps ressemblait à la queue enfumée d'un serpent. Wow!
Aujourd'hui, je suis libéré après 200 ans. À présent, je vais régner sur la terre. » Il remarqua la femme et vola vers elle, entrant dans son esprit et prenant le contrôle. Du feu sortit de sa bouche, ses dents devinrent pointues. Elle a commencé à rire aux éclats. Ses jambes se transformèrent en queue de serpent. Nous étions terrifiés et nous avons tous repris le sentier en courant. Mais le génie courait plus vite que nous. Il a attrapé ma jambe et m'a jeté de l'acide sur le visage et la bouche. « Non, laissez-moi tranquille !» Puis, le djinn est entré dans mon corps. Une langue de serpent est sortie de ma bouche comme des tentacules. Mes yeux sont devenus rouges. Il a commencé à pleuvoir. Mes copains, Afren et Hamza, se sont très vite enfuis de là, ont rejoint la maison de ma grand-mère et lui ont tout raconté. Pourquoi cela est-il arrivé? Oh, pourquoi est-il allé là-bas contre ma volonté? Mes enfants! C'était un génie! Ce génie a englouti les parents d'Omar. Voilà pourquoi je vous ai interdit d'y aller. Qu'est-ce qu'un génie, mamie? Un génie peut prendre n'importe quelle forme. Il y en a des bons, mais la plupart sont mauvais. Ils peuvent entrer dans n'importe quel animal ou être humain et prendre leur apparence. Ils sont de 3 types différents, de couleurs différentes. Ils peuvent courir à une vitesse de 15 à 18 000 par heure et porter un poids de 20 à 200 livres. Parfois, ils peuvent prendre la forme d'une créature avec des ailes et d'autres fois, comme les chiens et les serpents, peuvent voir les génies et sont toujours leurs amis. Alors, notre Omar ne se remettra jamais maintenant? Il y a un type là-bas nommé Hatim qui pourrait avoir une solution. Vous deux rentrez à la maison, les enfants. Alors, c'est ce que ma grand-mère fit. Elle alla rencontrer un homme appelé Hatim Baba. La pièce d'Hatim avait des potions magiques tout autour. Il avait des animaux magiques empaillés sur son mur et des pouvoirs fumigènes tourbillonnant dans la pièce. « Entrez, entrez !» Le génie a enlevé mon fils. « Ah, plus un mot, je sais tout !» Pourquoi ces enfants sont-ils allés dans cet étang? Ce pot a été ouvert après 200 ans. Maintenant, c'est la fin du monde. Je vais ramener Omar ici. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce génie devra sacrifier la vie de quelqu'un. Hatim se mit à incanter à voix haute et à mettre plus de bois sur le feu. En peu de temps, Omar, à savoir moi qui suis maintenant devenu un génie, est arrivé. À ce moment-là, j'étais très grand avec des ailes et des yeux complètement rouges. Aussitôt que je fus entré dans la chambre de Hatim, toute la pièce fut remplie de cette lumière rouge. « Pourquoi es-tu sorti de ton pot? Que t'a fait cet enfant? Laisse-le tranquille !»« Ah, on se sent oppressé là-dedans. Je vais rester ici et je trouverai une autre maison. Je vais détruire ce monde entier. » Hatim continuait à incanter à haute voix. Très vite, un grand combat s'engagea entre ses pouvoirs et ceux du génie. Le génie est sorti de moi pour combattre Hatim. Il ressemblait à un serpent. « Pourquoi m'as-tu fait sortir du corps d'Omar? Maintenant, je vais entrer dans cette vieille dame. » Avant qu'Hatim ne puisse faire quoi que ce soit, le génie usa de ses pouvoirs maléfiques pour entrer dans le corps de ma grand-mère. Mamie tomba d'angoisse. J'étais triste. Hatim entreprit de capturer le génie dans une théière. « Quittez cette vieille dame ou je vais devoir vous emprisonner dans ce pot. »« Non! Qu'est-ce que vous faites ? Ne m'emprisonnez pas dans ce pot. Je vais quitter cette vieille dame. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dorénavant, vous serez mon maître. » Mais Hatim continua à réciter l'incantation en continu, et le génie sortit lentement du corps de la grand-mère et fut aspiré dans le pot comme une fumée.
et ma grand-mère mourut. Ta grand-mère est morte, Omar. Inutile de pleurer maintenant. Tu aurais dû lui obéir. Maintenant, va-t'en d'ici, toi aussi. Je n'ai jamais oublié ce génie. Et je réalise qu'à cause de mon erreur, ma grand-mère a quitté ce monde. Le monde des djinns est très dangereux. La fin. L'homme mince. Cette histoire date de 1949. Il y avait 4 amis très proches, Cooper, Rosie, Joseph et Marie. Tous les 4 étaient dans la même classe à l'université et tout le monde sur le campus parlait de leur grande amitié. Les 4 amis étaient si proches et rigolaient toujours les uns des autres. Ils n'avaient pas besoin d'un 5e ami pour rejoindre le groupe. Cooper, tu ne trouveras pas de partenaire dans la vie. Pas besoin d'en trouver une. Je vais juste t'épouser. Cela n'arrivera jamais, Cooper. Marie est incroyable, mais pas assez pour tolérer un gars comme toi. À l'annonce des vacances d'hiver au collège, tous les amis prévoient de se retrouver ensemble dans la forêt. J'amènerai la Jeep de mon père. Ce sera très amusant. Yo, je me demande juste quels vêtements je dois porter. Hé Marie, explique-lui s'il te plaît. Évite d'y aller en robe. On va dans la forêt, pas dans un club. Comme si je le savais pas. Prends un bon appareil photo. Je veux juste prendre plein de photos de moi. Avec une Jeep ouverte, ils partent faire un tour dans une forêt voisine. Hé, waouh, quel bel endroit, Joseph. Garons la Jeep et faisons une promenade à pied. D'accord. Alors qu'ils marchaient dans la forêt, celle-ci est devenue progressivement plus profonde et plus dense. Cooper, c'est un endroit magnifique. Sors l'appareil photo et prends-moi plein de photos de moi. Alors quoi? Je suis juste un caméraman pour vous? J'aime regarder la forêt aussi, tu sais. Ils profitent de la forêt. Rosie remarque alors que Marie est partie. Hé Cooper, où est Marie? Vous preniez des photos d'elle? Elle était avec moi il y a un instant. On prenait des photos ensemble, juste derrière cette crête. Oh, voyons voir, montre-moi la caméra. Rosie prend la caméra pour taquiner Cooper. Toutes les photos de Marie sont très belles. Mais à l'arrière-plan, on aperçoit sur les photos un homme très mince et très grand, portant un manteau noir et un pantalon noir. Sur une séquence de photos, il est au loin. Puis à chaque nouvelle photo, il est de plus en plus proche de Marie. Rosie crie de peur. « Cooper, Joseph, regardez ces photos !» Ensemble, ils regardent les photos et sont tous les 3 saisis d'effroi. Cet homme porte un costume noir et ses mains sont comme des tentacules. Il s'approche sans cesse de Marie et soudain, elle disparaît sur la photo suivante. Où est partie Marie? Rosie, tu ferais mieux de retourner dans la Jeep. Marie! Vas-y, prends de l'avance sur nous, Rosie. Retour à la Jeep, en route. Les 3 se mirent à courir en criant le nom de Marie. En arrivant à la Jeep, ils ont vu Marie tout près d'elle, debout au milieu de la route. Ses yeux étaient devenus rouges et des tentacules sortaient de son corps. Elle se mit soudain à rire bruyamment. « Les gars, vous fuyez et me laissez seule ?» Aussitôt, Marie ouvre la bouche. Des ombres noires se déversent dans une brume et se rassemblent autour d'elle, tandis qu'un grand homme sombre s'élève dans la brume. Il est géant. Sa bouche est très longue et complètement blanche. Et ses tentacules tremblent. Il n'a pas de visage, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez. Les 3 amis sont pétrifiés de peur et s'éloignent de lui. Mais le grand homme se glisse vers eux et attrape Joseph. Joseph!
Cours, Rosie! Sinon, il nous attrapera aussi! Rosie court, mais se retourne. Elle aperçoit Joe et Marie marchant dans la brume sur la route, avec le grand homme entre eux. Dieu ne me pardonnera jamais. Cooper et Rosie retournent à la Jeep et décollent. Ils se rendent directement au poste de police et racontent à la police tout ce qui s'est passé. D'accord, nous avons un procès verbal. Mais d'après ce que vous nous avez raconté, le tueur n'a pas l'air d'un homme ordinaire. Nous recevons beaucoup de plaintes à son sujet, en fait. L'homme mince, il pourrait être surnaturel, mais nous essayerons d'en savoir plus sur lui. L'homme mince ? Oui, l'homme mince. Il capture constamment des jeunes. Sa terreur sévit dans toute la région. Vous n'auriez pas dû aller dans la forêt. Dites-le aux autres élèves du collège et à vos parents aussi. Tous deux retournent au collège, mais Rosie n'arrive pas à penser à autre chose. Sa peur de l'homme mince est ancrée dans son esprit. Cooper essaie de l'aider, mais en vain. Et le principal du collège appelle ses parents. Écoutez, votre fille a eu une attaque, mais nous pensons que c'est un problème spirituel. Alors nous l'emmenons chez un prêtre pour voir s'il peut intervenir. Les parents de Rosie l'emmènent à l'église et le pasteur lui pose la main sur la tête. Qu'est-il arrivé à ma fille? Va-t-elle s'en sortir? Oui, elle va bien, mais elle a eu une attaque. Elle a vu l'homme mince. Il ne sera pas facile de la soigner. Mais qui est cet homme mince? L'homme mince attire les jeunes enfants à lui. Il y a plusieurs années, un enfant très mignon nommé Simon vivait avec ses parents. Il était très différent des autres enfants. Il préférait errer et jouer seul dans la forêt plutôt que de jouer avec les autres enfants. Ne va pas dans les bois tout seul, Simon. Combien de fois je te l'ai dit? Un jour, lorsque Simon revint de sa promenade dans la forêt, il vit que sa maison avait été réduite en cendres et que ses parents étaient morts dans les flammes. Simon s'enfuit en pleurant et s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Lorsqu'il atteignit la partie la plus sombre de la forêt, il rencontra une très vieille femme qui venait de loin. Elle vivait dans une petite maison. Simon marcha jusqu'à elle et elle l'adopta. À partir de ce jour, Simon l'a appelée grand-mère. Ai-je précisé que mamie avait aussi une petite fille nommée Angelina? Veux-tu être mon ami, Simon? Et pourquoi pas Angelina? Ainsi, une profonde amitié vit le jour entre eux. Ils grandirent ensemble et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Au bout de quelque temps, mamie meurt et Angelina a le cœur plein de tristesse. Ne sois pas triste, Angelina, tu n'es pas seule. Et si on se mariait? Et les deux vécurent heureux après s'être mariés. Peu de temps après, ils ont eu la chance d'avoir une fille. Ils la baptisèrent Slendrina. Ils étaient tous très heureux ensemble. Merci Angelina, je n'aurais jamais cru que ma vie soit à nouveau heureuse. Grâce à toi, petit à petit, Slendrina grandissait. Ils passaient tous les trois de bons moments. Mais un jour, Simon rentra de la ville. Il vit qu'Angelina et Slendrina étaient étendues sans vie et ensanglantées dans la cour. Il fut choqué et tellement désemparé qu'il a couru directement dans la maison jusqu'à la cuisine. Dehors, Angelina et Slendrina se mirent à rire. Elles prétendaient être mortes. Puis elles entendirent un bruit terrible venant de la cuisine. Elles coururent vers la cuisine et virent Simon sur le sol. Il s'était poignardé. Simon, qu'as-tu fait? Nous plaisantions juste. Papa, pourquoi as-tu fait ça? Simon meurt. Une ombre noire l'engloutit et Simon devient soudainement plus grand. Des tentacules émergent de son corps. Toutes les parties de son visage, son nez et ses oreilles ont disparu une à une. Lentement, il devint complètement sans visage. Il est devenu grand et blanc. Sa taille avait doublé. Il tend la main à ses proches, mais ils sont terrifiés.
ma fille, cours. Tu n'as plus rien à faire ici. Mais tu viens avec moi, maman. Oui, je viens aussi, mais cours maintenant et ne te retourne pas. Va-t'en d'ici. Angelina ne put courir vite, et Simon l'attrapa et l'emmena dans le monde des ombres noires. Depuis lors, tout le monde l'appelle l'homme mince, et disent que, même aujourd'hui, il continue à chercher sa fille de 14 ans dans la forêt. Alors, dès qu'un jeune approche la forêt, il l'attrape. Mais mon père, notre fille ira bien, n'est-ce pas? Oh oui, ayez foi. Ne la laissez pas sortir le soir. Nous devons la protéger de toute ombre maléfique. Et mettez-lui ce talisman enchanté autour de son cou. Les parents de Rosie la font soigner à l'hôpital, mais son cerveau ne guérit pas. Elle vécut dans la folie pour le reste de ses jours, craignant l'ombre de l'homme mince. Cette longue bouche, ces longues tentacules. Chaque fois qu'elle en parle, chaque fois qu'elle y pense, elle crie et hurle fort dans sa chambre, seule. Pas si heureuse, à tout jamais. Fin. Ouija. Dans les années 60, un garçon nommé Harry vivait en Pologne avec ses parents. Il avait 3 amis, Emma, George et Luna. Un jour, les parents de Harry se sont rendus chez un parent. Harry a invité ses amis à la maison. Au bout de quelques jours, certaines maisons n'auraient pas été vides si les parents cessaient de se déplacer. Tout le monde rit et s'assoit sur le canapé. Maintenant, dites-moi, que devons-nous faire? Nous avons tous la nuit devant nous. Jouons à action ou vérité. À quel genre de jeu veux-tu jouer? J'ai beaucoup de jeux à proposer. Le jeu Ouija, je viens juste de m'en procurer un. George sort le jeu Ouija de son sac à dos. C'est une planche sombre, craquelée et qui donne des frissons. Où as-tu cette planche, George? Elle appartenait à mon frère. Je l'ai trouvée dans sa cave. Oui, commençons à jouer. Je ne sais pas, ça a l'air effrayant. Un chat effrayé, on va bien s'amuser. Les 4 amis placent chacun leur main gauche sur le tableau et se regardent les uns les autres. Des bougies brûlent tout autour d'eux. George commence à lire la notice fournie avec le tableau. S'il y a une âme autour de nous, révèle-toi à nous. George commence à lire la notice fournie avec le tableau. Tous leurs amis se regardent et sont également nerveux. George répète la même phrase. S'il y a une âme autour de nous, révèle-toi à nous. C'est alors qu'ils entendent le bruit d'un verre qui se brise. Quand ils regardent l'avant de la maison, ils remarquent qu'il y a une fenêtre cassée. Luna a l'air très effrayée. On dirait que quelqu'un a entendu notre voix. Âme, si tu peux nous entendre, réponds à notre appel. Tout le monde regarde vers le jeu et des lettres apparaissent au centre du plateau. O, U, I. Les enfants se regardent les uns les autres, terrorisés. J'ai tellement peur, les gars. Nous devrions arrêter ce jeu. Non, le jeu réel vient juste de commencer. George, tu devrais demander autre chose à cette âme. George réfléchit un moment, puis demande. Quel est ton nom? Ils regardent tous vers le tableau, mais ils n'ont aucune réponse. Je demande à nouveau. Quel est ton nom? Les lettres précédentes disparaissent et de nouvelles lettres se révèlent. L, E, M, A, L. Le mal. Son nom est le mal. Ce doit être un démon. George, arrête ce jeu tout de suite. Soudain, les bougies s'éteignent toutes et la fumée envahit la pièce. Les 4 enfants commencent à tousser. George, que se passe-t-il? J'ai très peur. Nous devons arrêter ce jeu tout de suite. Tout le monde retire ses mains du tableau et ferme la boîte. La fumée disparaît lentement. Dieu merci, tout est sous contrôle maintenant. George, on a survécu de justesse aujourd'hui. Ouais,
Bon sang, tu as raison. Une ombre se dresse derrière Georges. Les trois sont horrifiés de la voir. Regarde derrière toi, Georges. Georges regarde derrière lui et crie. Ses bras et ses jambes sont très maigres. Ses yeux sont rouges et sanglants. Il a des bleus sur la tête. Les quatre tremblent en voyant cette ombre. Que se passe-t-il? Vous avez eu peur de moi, les enfants? Vous m'avez appelé seulement. Le savez-vous? J'étais vivant comme vous tous. Je respirais aussi. Et vous savez ce que je faisais? J'avais l'habitude de brûler les petits-enfants jusqu'à leur mort. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais fou. Les gens me connaissent sous le nom du tueur diabolique. Un jour, je suis mort dans un accident de voiture. Depuis, j'erre dans ce monde pour chasser. Aujourd'hui, vous m'avez facilité la tâche en me rappelant dans ce monde. Georges court vers le tableau et commence à lire la notice. Nous voulons vous renvoyer. Partez d'ici. Allez-y. Le mâle s'approche de lui, brise le tableau et prend le papier dans sa main et le réduit en cendres. Georges est terrifié de voir cela. Je ne suis pas venu ici juste pour être renvoyé dans ma prison. Tu comprends? Le mâle attrape le cou de Georges et son corps commence à fumer. Le mâle hurle à haute voix. Emma, Harry et Luna tentent de s'échapper, mais les flammes du feu les engloutissent partout. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Georges suffoque et son corps commence à brûler. Georges tombe. Il est brûlé et il ne reste plus qu'un squelette. Harry verse de l'eau sur la porte pour éteindre le feu, mais les flammes ne s'éteignent pas. Au contraire, les flammes deviennent plus chaudes. Le mâle s'approche de Harry et se fixe contre lui. Ça suffit, petit. Maintenant, tu ne pourras plus échapper à mes flammes. Harry hurle de douleur. Le mâle a fait une marque sur le corps d'Harry. Avec son pouvoir, et se met à rire. Luna et Emma arrivent. Et Emma prend le médaillon croix de son cou et le pose sur le front du mâle. Le mâle souffre énormément. Il brûle gravement Harry dans le feu. Et son corps est aussi brûlé dans le feu. Luna, sauve-toi d'ici. Je vais le retenir avec cette croix. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Sauve-toi d'ici. Luna s'enfuit et le démon attaque Luna plutôt qu'Emma. Il la pousse par derrière et elle tombe dans le feu de la porte. Et elle commence à souffrir des flammes. Emma a une croix dans la main et dès que le mâle parvient à la blesser, elle souffre. Il ne peut plus nuire à Emma. Je reviendrai de nouveau. Emma pleure à chaudes larmes, le feu s'éteint. Elle tremble terriblement, ouvre la porte et s'enfuit de cette maison. Fin.